quand on voit les méthodes de Jean-Pierre Amour-Belinga, Feman, ayant fait ses classes auprès de Donatien, sauf que Donatien ne tuait pas des Camerounais de cette façon, on se rend quand même compte que l'histoire que nous avons lue à travers d'autres pays se répète un peu chez nous. J'avais déjà parlé de ces similitudes avec Al Capone, mais en regardant de plus en plus Jean-Pierre Amour-Belinga et ses agissements, et surtout avec son goût du sang, il faut que les gens se disent quand même que on n'a pas affaire à un enfant de cœur. Aux États-Unis, on avait négligé quelqu'un qui était comme Jean-Pierre Amour-Belinga. Il était aussi né d'une famille nombreuse, de 9 enfants, comme Jean-Pierre Amour-Belinga. Il avait aussi abandonné l'école à l'âge de 14 ans. On l'appelait El Capone. El Capone est devenu l'homme le plus dangereux des États-Unis, qui a semé la terreur et qui lui aussi avait les mêmes comportements que Jean-Pierre Amour-Belinga. Et d'ailleurs, il avait été condamné, bien sûr, pour des problèmes de fisc, des problèmes de trafic, des problèmes d'assassinat. L'Amérique a tremblé. Avec cet homme qui pourtant, comme je le dis, le 17, il faut faire attention, 17 janvier 1899, il était arrivé comme ça, mais sauf que, en 1920, il avait réussi non seulement à Chicago à devenir l'incarnation de la mafia, mais il faisait aussi comme Jean-Pierre Amour-Belinga avec des grands cortèges, et puis il dictait la loi. Il avait même des policiers. Et il avait réussi à créer une société de sécurité qui s'habillait exactement comme des policiers. Et d'ailleurs, l'un des plus grands meurtres fut justement commis par Al Capone. C'était un jour de la Saint-Février 1929. Ce jour-là, un autre gang, parce qu'ils étaient toujours aussi dans beaucoup d'affaires d'argent. Et d'ailleurs, il avait aussi une belle famille qui était comme celle d'Amour-Belinga. Il parlait au chef d'État. Il parlait à tout le monde. Et ce jour-là, lui, il n'avait pas à discuter avec toi. Tu l'énerves, il dit allez, à l'assassiner. Il avait fait tuer 7 individus comme ça, là, au sous-sol de son immeuble. Il faut déjà savoir que, même à la baie de Californie, il avait déjà aussi commis 2 meurtres horribles, comme ceux de Martinez Zogo. Un sanguinaire incroyable, sans pitié. Et les États-Unis étaient tellement traumatisés, comme le peuple camerounais aujourd'hui, où vous voyez comment on aligne des cadavres. Les gens maintenant, non seulement, ils ont déjà élevé des murs, mais les gens dorment avec des machettes au Cameroun. Chacun a peur. À partir de 18h, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. C'était comme ça aux États-Unis. À cause d'Al Capone. Al Capone. Il faisait aussi des bruits comme ça. Et il y avait des supporters qui aimaient ce trafiquant-là parce qu'on disait qu'il donnait de l'argent au peuple et tout, et tout, et tout. Mais dès que tu ne te mets pas à genoux devant lui, boum, il t'abat. Finalement, Al Capone avait été mis en prison pendant, enfin, condamné pour 11 ans, mais il avait fait 9 ans. Et puis avait construit à Palm Beach une grande bâtisse.
Il est mort trop tôt, hein, à 48 ans. Syphilis, puis machin, puis tout entre les machins des gants là. C'est comme ça qu'il est mort. Mais vous vous rendez compte à cette époque-là? Il avait déjà 120 millions de dollars de fortune. Lui, à partir de 19 ans, il faisait les petits boulots comme Jean-Pierre Moukbelinga. Il travaillait dans des petits restaurants. Il était un petit trafiquant, imitait les signatures des gens. Comme Jean-Pierre Moukbelinga. Et il était puissant. Le ministre de la Justice était son ami. Vous voyez donc que ce qui s'est passé ailleurs se reproduit au Cameroun. Sauf que pour Al Capone, on l'avait mis dans cette prison d'Albatros, où au moins il ne pouvait pas s'échapper. Comme je vous ai dit. C'est là où il a réussi un peu à se recycler. Dans les prisons, quand on met des grands bandits, comme Jean-Pierre Moukbelinga, on doit veiller à ce qu'ils soient privés ou des téléphones pour qu'ils ne puissent pas donner des ordres à l'extérieur. Parce que Al Capone, il suffisait tout simplement qu'on le laisse dans son domicile, comme avant ça, l'État disait que non, allez, on va faire résidence surveillée. Il avait son téléphone. Il organisait des assassinats. Moukbelinga va continuer à organiser des assassinats. Si on le laisse dans de telles conditions, nous avons des prisons de sécurité. C'est une affaire de sécurité qui repartent au sein. Ou alors qu'on change de régisseur. Sinon, ça ne peut pas aller. Mais cependant, nous devons dire que c'est le peuple qui gagne toujours. C'est le peuple qui défend ses droits. Et ne perdez pas foi. Ne vous laissez pas marcher sur tes pieds par des Laurent Esso et compagnie. Si bien ne les dégage pas, vous allez les dégager. Nous allons les dégager. Nous allons exiger à Biya de s'en débarrasser. C'est de la pègre. Ces gens sont dangereux. Mais si Biya ne se débarrasse pas d'eux, oui, Monsieur le Président, avec votre hache, et aussi avec cet acte que vous venez de poser, je me dois de vous respecter et de vous parler calmement. Vous avez évité le cas Bouazizi pour l'instant. Mais sachez que Martinez Zogo est un martyr qui, si vous ne vous débarrassez pas de toutes les scories de votre régime, va vous emporter. Comme ce fut le cas de Blaise Compaoré. Monsieur Biya, vous avez fait science politique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez ce qui a fait partie de Compaoré? C'était l'esprit, l'âme d'un journaliste qui lui aussi dénonçait comme Martinez Zogo, Burkina Faso. On l'appelait Norbert Zongo, directeur du journal L'Indépendant. Lorsque Norbert Zongo s'est mis à dénoncer à tout va les détournements, eh bien, il était devenu l'ennemi des membres du gouvernement et surtout le frère de Blaise Compaoré, qui était en même temps conseiller à la présidente de la République en la personne de François Compaoré. François Compaoré avait tué son propre chauffeur. Et puis, Norbert Zongo s'était mis à enquêter non seulement sur ce meurtre,
mais sur les détournements. Toute la capitale achetait son journal. Tout comme toute la capitale camerounaise, Yaoundé, écoutait Martinez Zogo, y compris ses audios qui allaient au-delà des frontières. Et puis, le 13 décembre 1998, François Compaoré avait monté un plan. Avec quoi? Avec exactement les membres de la sécurité extérieure, l'équivalent de la DGRE au Cameroun. C'est eux qui se mirent à la poursuite de Norbert Zongo, qui était avec 3 autres de ses compagnons. Sur l'autoroute, ils bloquèrent sa voiture, l'assassinèrent à coups de feu, à bout portant, et mirent le feu. Le lendemain, la télévision nationale, parce que sachant que tout le monde a peur de Compaoré, et que quand il parlait, c'était la parole sacrée depuis qu'il avait éliminé Thomas Sankara, que attendez, il a éliminé Thomas Sankara, oh là là, ça c'est rien avec un petit journaliste. On avait fait fi de ça en disant que c'était un accident. Sauf qu'après, le peuple burkinabé, comme le peuple camerounais aujourd'hui, avait découvert que c'était un assassinat orchestré par l'entourage du président. À peu près comme vous avez aujourd'hui Louis-Paul Moutazé, qui est impliqué avec Laurent Esso. Ce sont vos proches. Le peuple avait commencé à gronder. Mais Blaise Compaoré était sûr de son fait. Il ne voulait pas parler de ça, protégeant son frère, jusqu'à ce qu'il commit l'erreur de dire qu'il voulait encore se présenter à l'élection présidentielle de 2014. Monsieur le Président, Paul Biya, vous savez comment est partie la révolte? Le 30 et 30 octobre 2014, les Burkinabés disaient qu'ils veulent la justice, qu'ils sont fatigués d'être piétinés. Alors que Compaoré croyait qu'ils avaient déjà oublié Norbert Zongo, ils avaient recommencé à dire qu'ils veulent la vérité, la justice sur l'assassinat de Norbert Zongo. Vous vous rendez compte qu'on avait assassiné tout un président qui était célèbre, Thomas Sankara. Les Burkinabés ne s'étaient pas levés. Mais Norbert Zongo, son esprit errait. Son esprit était là. Son esprit hantait le palais. Et finalement, alors que Compaoré croyait encore vouloir promettre au peuple non seulement une commission pour la réconciliation en promettant les monuments pour les martyrs, et Norbert Zongo, et peut-être même et Sankara, le peuple n'en voulait plus. Le peuple burkinabé était comme un volcan qui venait de se réveiller. Et alors, Compaoré fut renversé par l'esprit de Norbert Zongo. Et d'ailleurs, la transition, quand elle est revenue,
on a créé tout un panthéon pour les martyrs, où on peut finalement voir ceux qui ont fait l'histoire. Et où on a commencé à demander que tous les crimes qui avaient été commis, même pas seulement pendant la période de comparer, mais depuis l'indépendance, que ça devait être réparé. Et qu'on devait honorer leur mémoire. Ceci m'amène à vous dire que Martinez, votre fils, il est mort parce qu'il décriait l'état de cette société où vous avez pourtant dit que vous avez mis sur pied, l'opération Escalier et l'opération Épervier. Martinez a été sacrifié parce qu'il croyait à vos slogans qui malheureusement n'ont jamais été appliqués. Rigueur et moralisation. Martinez Zogo mérite non seulement une date de célébration comme aujourd'hui, là où se trouve la tombe de Norbert Zongo. Les Burkinabés vont là-bas en pèlerinage. Rendez-lui hommage. Faites-lui une statue, un mémorial, pour que plus jamais ceux qui croient tuer les journalistes, ceux qui croient qu'ils vont installer un État barbare, un État de vampires, qui se disent que c'est eux qui seront persécutés, et que ceux qui défendent la liberté d'expression, ceux qui dénoncent l'état de la société, que c'est eux qui doivent être honorés. Sinon, l'esprit de Martinez Zogo qui est encore en train d'errer. Parce que la justice n'a pas encore été totalement rendue. Et parce que ceux qui vous tiennent la main vous disent, si vous tentez de nous livrer, nous vous renversons. Nous avons signé des pactes avec vous. Mais non. Vous êtes le seul qui représentez le Cameroun, les Camerounais. Vous êtes le seul à avoir prêté serment. Vous serez le seul à rendre compte. Et sachez-le, vous avez l'occasion de construire actuellement un pays qui a été suffisamment détruit. Préparez votre sortie et peut-être on oubliera les erreurs du passé. Que ce pays soit pacifié, où il y aura la justice, il y aura le respect des droits de l'homme, le respect de la dignité humaine. Que ce pays soit celui-là où mon fils pourra embrasser votre fils, où je pourrai saluer Brenda, ou peut-être votre épouse pourra aller au marché après votre mort ou quand vous ne serez plus au pouvoir. Et pour que vous fassiez cela, il faudrait saisir l'opportunité qu'en cette période pascale, Martinez vous a offert de réussir votre entrée au panthéon de l'histoire en faisant de Martinez une personnalité pour notre mémoire et en mettant définitivement dans le noir ces malfrats, ces bandits, ces assassins, ces voleurs qui n'ont fait que piller les caisses de l'État et dont vous seuls, vous êtes responsables. Au soir de votre vie, un bilan se fera comme le bilan de Ceausescu. Personne ne se souvient des ministres de Ceausescu.
Presque personne ne se souvient des ministres d'Adolf Hitler. Presque personne ne se souvient des ministres de Mobutu Sese Seko. Et pourtant, ils ont tous contribué à ce qu'il échoue. Mais en fin de compte, ce n'est que leurs noms, les noms des dirigeants qu'on retient. Martinez Zogo a été crucifié, a été assassiné. Sa dépouille a été profanée. Laver cet affront, rehausser son image, redonnez-lui la dignité et punissez ceux qui continuent à vous défier. Laurent Esso ne peut pas continuer à marcher sur vos plates-bandes en confisquant la justice. Amougou Belinga ne peut pas chanter votre nom à gauche et à droite alors qu'il n'agit pas en votre nom. Lui, Paul Motazé, ne peut pas continuer à voler de l'argent sans réussir le moindre projet. En narguant le peuple, en haussant les impôts, pour continuer à voler avec son gant. Là où vous tenez maintenant, tenez bon. Ne lâchez rien. Si vous lâchez, nous allons vous lâcher. Mais si vous les tenez, que ce soit l'opposition, que ce soit les enfants, que ce soit les vieillards, femmes, hommes, nous serons unis pour reconstruire notre pays qui est assez divisé. Nous appellerons nos frères anglophones que venez nous embrasser parce que nous pouvons encore cheminer ensemble. Nous allons nous pardonner toutes nos erreurs du passé. Nous allons nous regarder face à face sans pouvoir avoir des couteaux sous la veste, sans pouvoir avoir des gants dans chaque camp pour faire des règlements de compte. Monsieur le Président de la République, le Cameroun était havre de paix. Le Cameroun devrait rester un havre de paix et devrait surtout se relever pour démontrer au monde entier qu'impossible n'est pas camerounais. Et vous, frères et sœurs, chers fils et filles, nous voici devant notre histoire. N'attendons pas tout simplement Dieu qui viendra nous délivrer de nos chaînes. Parce qu'il est écrit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est aussi pour cela que nous devons savoir que le glaive de la justice ne pardonne pas. C'est pour cela que nous devons savoir que ce ne sont pas les anges qui viendront du ciel pour venir nous délivrer. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra nous délivrer. C'est nous-mêmes qui devons nous délivrer. Et c'est pour cela que nous devons bagarrer, batailler pour que justice soit rendue à Martinez Zogo. Et non qu'on vienne tout simplement nous calmer nos ardeurs. Et quand on aurait perdu peut-être de l'attention, qu'ils viennent finalement commettre encore leurs impairs en le libérant, en nous narguant. Chacun doit surveiller non seulement les caisses de l'État, mais aussi le fonctionnement de la justice. Chacun doit transpirer. Chacun doit travailler. Parce que Descartes disait, quand on veut défendre la justice et la vérité, on ne porte pas son plus beau costume.